Bonjour, ici Micheline Bourque du Club de lecture Affaires. Vous voyez ce grand sourire que j'ai aux lèvres. Il est dû à la qualité du panel que j'ai devant moi et l'enthousiasme que j'ai aujourd'hui pour vous faire découvrir un livre. Avant d'aller dans le creux du sujet, je vais quand même vous rappeler la mission du Club de lecture. Le Club de lecture a pour mission de promouvoir le livre d'affaires et de créer des activités qui nous permettent d'apprendre ensemble. Et apprendre ensemble, c'est ce qui va se passer ce midi avec 5 femmes tout à fait géniales qui ont accepté de lire un livre qui s'adresse particulièrement aux femmes, qui s'appelle Women on Board, Insider Secrets to Getting on Board and Succeeding as a Director. Un livre, donc, revu par ces dames-là, et sans plus tarder, on ne perdra pas de temps, on va aller tout de suite dans la présentation des panélistes. Je vais commencer par Paul Genet, qui va m'assister aujourd'hui dans l'animation du panel, étant donné l'ampleur de nos inscriptions. Alors, Paul, qui êtes-vous et que faites-vous? Alors, Paul Genet, accrédité en relations publiques, spécialiste donc depuis déjà 30 ans cette année, une lectrice assidue tant de livres d'affaires que de livres avec un grand L, et il me fait plaisir de participer à ce panel et de vous entendre vous prononcer par rapport à ce livre qui a retenu toute mon attention au cours des dernières semaines, Women on Board. Merci d'être on board, Paul. Madame Lisanne Dosti, qui êtes-vous et que faites-vous? Alors, bonjour, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Moi, je suis juriste de formation, j'ai bientôt 25 ans de barreau. Je suis spécialiste en gouvernance d'entreprise, en stratégie de carrière, puis j'enseigne, je fais de la formation dans ces deux créneaux-là. Je suis aussi intervenante au Collège des administrateurs. Je participe, entre autres, je coordonne le nouveau programme OBNL. Alors, c'est un programme qui est dédié aux administrateurs d'OBNL où on invite le président du conseil et son directeur général. Et puis, je suis graduée du collège, évidemment. J'enseigne aussi en Europe la gouvernance, puis je suis aussi coordonnatrice du programme du réseau Jeunes administrateurs avec la Jeune Chambre de commerce de Montréal. Wow! Je pense que vous êtes qualifié pour lire ce livre-là. Je ne suis pas sûre, là, mais je pense que oui. Je siège sur des conseils d'administration, ça fait une vingtaine d'années. En ce moment, je suis sur le conseil de l'Ordre des administrateurs agréés. Merci d'être là, Lisanne. Catherine Normando, qui êtes-vous et que faites-vous? Bonjour, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Donc, je suis ingénieure en environnement de formation et également gestionnaire de projet certifié du PMI. Actuellement, j'occupe le poste de directrice de la stratégie nationale en environnement chez WSP Global. Donc, la division environnement au Canada regroupe environ 1200 spécialistes, ingénieurs dans tous différents domaines du marché. Je suis également administratrice. Je siège sur le conseil d'administration du PMI, du Project Management Institute de Montréal. Donc, que notre mission, c'est vraiment de faire rayonner la gestion de projet à travers le Québec. Auparavant, j'ai été administratrice à l'Ordre des ingénieurs et impliquée sur plusieurs comités de valorisation de la profession des femmes en génie dans les 5 à 7 dernières années. Très heureuse de vous avoir parmi vous. Une autre grande dame très qualifiée. Madame Diane Lafontaine, qui êtes-vous et que faites-vous? Bonjour, bon midi. Donc, depuis 4 ans maintenant, je suis vice-présidente adjointe communication marketing pour la financière Sun Life au Québec. Donc, je dirige l'équipe qui s'occupe de toutes nos activités dans le marché du Québec. Je le fais avec beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir. Et donc, je suis de formation, je suis une biologiste qui a pris un virage en communication un bon jour pour toutes sortes de bonnes et mauvaises raisons, mais qui m'ont amené aujourd'hui plus tard, quelques 25 ans plus tard, dans un métier, une carrière. Et je suis administratrice sur le conseil de la Fondation Québec Jeune. Je siège sur le comité d'investissement et également sur le conseil d'administration d'un centre de la petite enfance. Merci infiniment d'être là, Madame Lafontaine. On a hâte de vous entendre. Et non pas la moindre, j'ai fait par exprès parce que Madame Caroline Codzi, c'est un peu grâce à elle que j'ai choisi de créer ce panel-là. Elle a créé un groupe qu'elle va certainement nous présenter, très mordu du sujet,
Alors, Madame Cody, dites aux autres qui êtes-vous et que faites-vous? Alors, bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour l'invitation, Madame Bourque, et bravo pour cette belle initiative. Alors, écoutez, moi, je suis présentement directrice générale et vice-présidente exécutive chez CIRA Services Médicaux. C'est une firme d'expertise médico-légale, donc tout ce qui a trait à l'invalidité, la CSST, les employeurs ou les assureurs vont faire appel à nous. J'ai passé avant ça, là, ça fait 2 ans que je suis là, j'ai passé avant ça une décennie dans le domaine de la gestion de carrière, donc tout ce qui est avancement de carrière a toujours été quelque chose de très important pour moi. Et j'ai effectivement fondé en 2005 la gouvernance au féminin. Alors, c'est un organisme à but non lucratif dont l'objectif est d'encourager les femmes à développer leur leadership, à faire avancer leur carrière et à siéger sur des conseils d'administration. Alors, on organise des événements, on a des panels de discussion sur des thèmes qui sont reliés à ce que je viens de dénoncer. D'ailleurs, le prochain événement aura lieu le 9 septembre prochain et c'est avec Louise Fréchette, l'ancienne numéro 2 de l'ONU, qui va venir nous parler de son parcours. Et puis, on va parler de la possibilité d'avoir une femme à la tête de l'ONU au 1er janvier 2017, c'est ce que l'opinion internationale semble vouloir. Et on aura aussi Jean Charest. Comme vous le savez, Monsieur Charest était le Premier ministre qui avait un cabinet paritaire d'une part. Et c'est également sous son gouvernement qu'on a adopté la loi qui prévoit que les 22 sociétés d'État aient la parité sur les conseils d'administration. Donc, très important, l'équité salariale et tout ça, c'était sous Jean Charest. Donc, ça, c'est pour la gouvernance au féminin. En ce qui concerne la formation en gouvernance, moi, j'ai été titulaire de la bourse de l'Institut des administrateurs de sociétés. Donc, j'ai complété mon cours il y a quelques années. J'ai également été valédictorienne de la cohorte. Et en tout cas, que ce soit l'Institut, le collège, c'est le genre de formation que j'encourage très, très, très fortement à suivre. Je pense que de nos jours, les règles de gouvernance sont devenues tellement serrées que c'est vraiment important de s'ajouter ça à toutes les différentes exigences dont on va parler tout à l'heure pour siéger sur un conseil. Sinon, sur un plan un peu plus personnel, je suis immigrante, j'ai vécu la guerre du Liban, je suis née à Beyrouth, alors j'ai eu un parcours assez chaotique qui, en 1990, est devenu beaucoup plus long fleuve tranquille ici au Québec où je suis très heureuse de vivre depuis maintenant 25 ans et monoparentale de 2 jeunes extrêmement impliqués dans la communauté. Excellent. Voilà. Génial. Alors moi, encore une fois, je suis tellement émue de vous avoir avec nous pour la revue de ce livre. Alors, j'ai demandé à Paul Genet de nous présenter le livre pour celles et ceux qui nous écoutent. À ce moment-là, ils auront un petit sens de quoi il s'agit. Alors, Women on Board. Paul, tu es prête pour l'exercice? Tout à fait, tout à fait. Alors, voici donc ce livre de quelques 300 pages qui a retenu toute mon attention au cours des dernières semaines, coécrit par 2 auteurs qui sont extrêmement impliqués dans le milieu, qui font partie d'une association, Nancy Calderon et Susan Stodbird. J'ai sauté à pieds joints dans la lecture de ce livre parce que je suis membre du conseil d'administration de la Fondation Maman Dion. A priori, je voulais trouver des réponses quant à la façon de jouer mon rôle d'administratrice au sein d'un organisme à but non lucratif. Femme très présente au sein du conseil d'administration, mais femme avec pas nécessairement de grandes voix qui se font entendre lors de nos sessions. Donc, ce livre, un livre de référence, je l'ai trouvé bien détaillé, très simple, de référence. Il a sujet de ce livre du début à la fin. Petit problème technique, Paul. Donc, on va quand même parler du fait que le livre est un livre, justement, comme le mentionne Paul, un livre de référence. Écrit par des Américaines. On peut se poser la question, est-ce que ça s'applique au Canada? On va en discuter avec du panel, mais qui vraiment fait le parcours de A à Z. Donc, avant même de commencer à réfléchir à l'idée de faire partie d'un conseil, on a tout un volet qui nous explique pourquoi on devrait le faire comme femme. Et Paul, es-tu prête à reprendre le bac?
Non, elle est toujours figée. Alors, à ce moment-là, toutes les étapes jusqu'à ce qu'on devienne administratrice, et à ce moment-là, comment s'approprier ce rôle-là et jouer un rôle instrumental, devenir visionnaire au niveau de la prestation au sein des conseils. Donc, c'est un livre vraiment qui va de A à Z pour nous montrer qu'est-ce que c'est être administratrice. Et je vais laisser maintenant nos panélistes nous donner leur premier point de vue. Je vais commencer par Lisanne. Lisanne, votre premier point de vue sur ce livre-là, vous en avez fait la lecture, donc qu'est-ce que vous en pensez? J'ai trouvé que c'était un livre qui était très accessible, un peu comme Paul l'a dit. À vrai dire, je le trouve sympathique. Je trouve que c'est une lecture assez facile. On n'a pas besoin d'avoir 10, 15, 20 ans d'expérience pour comprendre certains messages. C'est familier, c'est simple, il y a une belle vulgarisation et les témoignages qui sont partagés sont vraiment faits par des gens qui ont vécu quelque chose. Alors, moi, je pense que ça, c'est une belle valeur ajoutée. Et on parlait tout à l'heure, Micheline, pardon, écrit par des Américaines, mais moi, je n'ai pas senti qu'il y avait une différence. Je trouve que ça nous parle vraiment, qu'on soit québécoise, canadienne. Moi, ça m'a vraiment bien parlé. J'ai aucunement été choquée par aucun des commentaires pendant le livre. Alors, je trouve que c'est très accessible pour les gens qui sont d'ici. Lecture facile. Et puis, petit clin d'œil peut-être aux hommes, peut-être que certains devraient le lire. Je trouve que c'est bien intéressant. Excellent. Je vais maintenant passer à Catherine pour avoir un autre point de vue. Comment ça s'est passé pour vous? Moi, j'ai adoré ce livre. J'ai trouvé que ça se lisait comme un roman, donc c'est vraiment passionnant, énormément de témoignages, de données aussi, pas seulement des données d'entreprises américaines, mais sur la diversité mondiale. Donc, moi, j'ai trouvé que c'était un livre qui pouvait aider dans certaines pensées, mais qui amenait beaucoup à l'action. Donc, contrairement à d'autres livres qui amènent plus des réflexions sur des sujets pointus, ce livre-là, je trouvais qu'il couvrait l'ensemble de la gouvernance, mais pour amener les gens dans l'action. Et dans le fond, c'est un livre que je trouve beaucoup sur le leadership. J'ai beaucoup aimé. Excellent. On va aller maintenant à Diane. Madame Diane, comment ça s'est passé pour vous? Oui, merci Micheline. Ben moi également, c'est un livre que j'ai apprécié. C'est un livre qui est écrit par des auteurs crédibles. Ça se lit facilement. Je dirais que dans ce livre-là, on retrouve 4 sortes de contenus. Tu as un premier contenu, puis c'est peut-être celui-là que moi j'ai moins aimé. C'était le contenu qui faisait un peu l'état des lieux sur la situation des femmes sur les conseils, pourquoi c'est important, la diversité. Bon, pas que c'est pas intéressant, mais ça, c'était quelque chose qui n'était pas nouveau pour moi. Pour quelqu'un, donc, qui a peut-être déjà lu un peu sur la gouvernance, qui s'intéresse à ça, il n'y a pas là-dedans qui va surprendre. Donc, ce bout-là où on parle de pourquoi c'est important, d'après moi, ça venait beaucoup de catalystes et comme référence. Puis ça, c'était des choses que moi, personnellement, j'avais déjà lues. Donc, cette première catégorie d'informations-là, je la trouvais intéressante, mais c'est pas ça qui m'a plu particulièrement là-dedans. Lisanne l'a dit tantôt, il y a beaucoup de témoignages et je pense que ça, c'est un des éléments forts de ce livre-là. Les témoignages d'hommes et de femmes qui ont des choses intéressantes à dire et ça, c'est bien résumé, c'est bien écrit, puis j'ai trouvé ça, c'est ça qui, moi, m'a particulièrement plu. La troisième catégorie de contenu qu'on trouve là-dedans, c'est beaucoup de trucs et d'outils très, très concrets. Et ça, moi, je me suis mis des petites notes un peu partout, puis j'ai dit, ah oui, ça, c'est pas fou, ça, c'est vrai, je pourrais faire ça. Donc, le contenu très concret, trucs et outils, j'ai trouvé ça très pertinent. Puis, le quatrième volet, en fait, je ne sais pas si c'est Lisanne même qui disait ça en début de conversation, mais ça parle de l'importance d'un administrateur sur un conseil d'administration. Ça décrit très bien les rôles, les responsabilités, comment ça fonctionne. Et ça, c'est tant pertinent pour les hommes et les femmes. Donc, c'est un livre dans lequel on trouve un peu de tous ces 4 sortes de contenus-là. Et j'ai trouvé que c'est un livre très utile. Excellente présentation qui complète ce que je disais. Alors, Madame Caroline, à votre tour, votre premier point de vue. Bah, écoutez, par rapport à tous les commentaires qui ont été émis, j'ai pas grand-chose à rajouter. Je vous dirais que effectivement, je pense que c'est un livre qui s'adresse autant aux hommes qu'aux femmes. J'ai moi aussi trouvé qu'il y avait beaucoup d'informations qu'on a déjà lues par ailleurs, mais je trouve que c'est un excellent recueil pour avoir toutes ces informations au même endroit, parce que c'est un petit peu d'informations qu'on a glanées par-ci, par-là, et pour une personne qui nous dit, mais explique-moi encore pourquoi c'est important d'avoir des femmes sur des conseils et quel est leur rapport et qu'est-ce qu'elles ont comme
aptitudes qui leur sont propres, que les hommes n'ont pas forcément. Et il y a un très bon résumé de ça là-dedans également. Un bon rappel finalement du rôle que les hommes ont à jouer également pour encourager les femmes à siéger sur des conseils. Et puis je dirais que c'est un livre que je recommanderais à n'importe qui souhaite siéger sur un conseil parce que il y a une très bonne liste de choses à se garder en tête lorsqu'on est en train d'explorer siéger sur un conseil. Donc, quels sont les éléments que je devrais avoir en tête avant de choisir, parce que ça se passe dans les deux sens, on veut siéger sur un conseil, mais est-ce que c'est le bon conseil pour nous? Est-ce que c'est la bonne industrie? Est-ce que c'est le bon groupe de personnes autour de la table? Ça, c'est important parce que c'est pas juste de se lancer pour dire « Ah, ben, je siège sur un conseil ». Il faut qu'il y ait un fit qui soit là. Et là, je trouvais une très belle liste de choses à suivre. Et puis, finalement aussi, tout simplement des rappels intéressants sur la manière dont il faut se préparer, la manière dont il faut toujours rester à l'affût de ce qui se passe dans l'industrie, dans la compagnie elle-même, etc. Alors vraiment, moi j'ai trouvé un excellent livre et pour répondre à votre première question qui est est-ce que le fait que ce soit des Américaines, honnêtement, je pense que ça s'adresse autant aux Canadiennes qu'aux Américaines sans aucun problème. Il n'y a rien là-dedans qui m'a fait dire, ben non, mais voyons ça au Canada, c'est pas du tout applicable. Donc je trouve que c'est très pertinent pour nous ici aussi. J'ai beaucoup aimé cette lecture. Bon, ben, tant mieux pour moi que vous l'ayez aimé parce que des fois que ce n'aurait pas été le cas. Alors, je vais maintenant me demander à Paul de faire le suivi. Maintenant, Paul, je pense que vous aviez préparé des questions. Alors, on va lancer le débat. Alors, si vous le voulez bien, d'entrée de jeu, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que dans ce livre, effectivement, on nous donne des conseils, on nous propose des façons d'être et de faire. Outre la grande communauté de femmes qui siègent maintenant sur les conseils d'administration, je vous lance déjà cette première question. Qui d'entre vous fait partie de ce grand réseau auquel appartiennent justement nos deux auteurs? Est-ce que vous faites partie de ce grand réseau déjà? Qui s'appelle Women, ce réseau c'est Women Corporate Directors, hein? Exactement. Okay. Alors, je vous pose cette question parce que au terme de la lecture de ce livre, je me suis dit, tiens, une première action, peut-être devrions-nous toutes joindre cette communauté. Dans un premier temps, là, je vois Caroline qui sourit. Donc... Caroline, je te laisse. On vous laisse la parole, Caroline, pour faire un commentaire là-dessus. Écoutez, c'est un magnifique groupe, mais c'est pas si facile que ça. Ce n'est pas qui veut joindre Women Corporate Directors qui le fait. Voilà. On vous tape sur l'épaule. Donc, par exemple, Estelle Métayer est là-dessus. Je connais plusieurs femmes qui sont là-dessus. Ce sont des femmes qui siègent sur des conseils d'administration, non pas d'OBNL, non pas des petits conseils, mais des conseils d'envergure. Ce sont ces femmes-là qui font partie de ce groupe. C'est un groupe très prestigieux et c'est certain que c'est ce à quoi nous devrions toutes aspirer. Mais à Montréal, il n'y en a pas énormément. Je sais qu'il y a Estelle Métayer, j'en connais 3-4. Mais comme je vous dis, c'est des femmes qui sont sur des gros conseils d'entreprise, côté en bourse, etc. C'est quelque chose à quoi aspirer. Ben, en fait, voilà, allez-y. Vas-y, Paul. Et en fait, je fais du pouce sur ce que Diane disait tout à l'heure, c'est qu'elle avait pris nombreuses notes à travers sa lecture. Et je me disais, outre le fait d'appartenir à ce groupe, Diane, est-ce que au fil des années et à travers cette lecture, l'on pourra développer un meilleur vocabulaire financier? Et dans vos notes, qu'est-ce que, chère Diane, vous avez récolté comme passage? Est-ce que je ne suis pas certaine de bien comprendre ta question, mais moi, les choses que j'ai annotées, c'était vraiment des choses comme, par exemple, moi, j'ai juste une seule sorte de CV, là. J'ai dit, on va faire un board bio, ça, c'est intelligent. La façon dont c'est écrit pour mettre à l'avant-plan tes compétences, tu vois, c'est des choses que ça, je savais pas. Donc, je me suis dit, je vais faire ça. Ensuite, bon, c'est sûr que n'importe qui est en train, comme moi, je suis à mi-chemin de ma formation comme administrateur avec l'AST. D'ailleurs, j'ai le bonheur d'avoir Lisanne comme bravo! Et donc, il y a des choses là-dedans, comme je disais, que tu apprends dans cette formation-là. Donc, c'est pas tant, et ça, c'est partout, que ce soit au Canada ou aux États-Unis. Les autres choses que j'ai trouvées intéressantes, c'est les citations. Moi, j'aime ça quand je lis un livre au début d'un chapitre, puis il y a quelque chose qui te fait réfléchir, tu sais, puis qui est inspirant.
Donc, c'est pas juste un livre qui donne des outils, qui dit tu pourrais faire ci, puis voici comment bien te préparer, voici à quoi penser. Mais également, ça t'amène dans des zones de réflexion par rapport à pourquoi tu embarques sur un conseil, qu'est-ce qui te plaît sur un conseil. Donc, c'est ce bout-là également, je n'avais pas mentionné tantôt, Paul, mais j'ai trouvé ça intéressant. Toute question également, par exemple, du mentorat versus un mentor versus un sponsor et toutes ces choses-là concrètes auxquelles tu devrais réfléchir si tu veux embarquer sur un conseil qui est davantage d'envergure, par exemple. Comment, et là, merci beaucoup, Diane, je pose la question à toutes. Quand on nous parle, on nous fait état qu'en moyenne, il faudrait s'investir à raison de 200 heures par année lorsqu'on est membre d'un conseil d'administration. Qu'est-ce que vous pensez de cette statistique, Lisanne? Écoutez, moi, je pense que c'est un minimum 200 heures. Puis dès qu'on commence à siéger à un comité, on joint un comité, on ajoute un petit 50 heures. Alors, puis je dirais que la première année, elle est un peu plus demandante parce qu'il y a la mise à niveau. Alors, comme moi, je viens de joindre le conseil de l'Ordre des administrateurs agréés, ma première année va être peut-être un peu plus musclée. Après, on prend le beat, on comprend. Une fois qu'on a vécu une année de l'organisation, on a une meilleure idée de ce qui nous attend. Mais je vous dirais que si c'est un tout petit OBNL, on commence sûrement à une centaine d'heures. Et puis après ça, on y va. Si on est président d'un comité, un autre 50 heures, un autre comité, un autre 50 heures. Si on a le privilège de présider ce conseil-là ou un comité, on ajoute un autre 50-75 heures. Puis je vois Caroline qui sourit. Excellent. Paul, est-ce que tu avais d'autres questions? En fait, toute cette notion d'investissement, je me dis, le retour sur investissement, si l'on développe ce vocabulaire financier, lorsqu'on siège sur un conseil d'administration d'un organisme à but non lucratif, on s'investit au-delà de 500 heures bénévolement. J'entends bien. Et par ailleurs, on entend aussi que lorsqu'on siège sur des conseils beaucoup plus importants, ça devient une profession d'être director, comme on dit. Alors, est-ce que vous avez trouvé dans ce livre une façon pour celles qui commencent, parce qu'on nous recommande d'y aller bénévolement, de se faire les dents sur des conseils à but non lucratif, les bonnes causes, on nous reconnaît notre générosité, mais est-ce que vous avez trouvé à l'intérieur de ce livre, et pour ceux et celles qui nous écoutent, une rampe de lancement pour nous amener justement à peut-être faire profession dans le domaine de la gestion et d'être membre de conseil d'administration? Caroline, peut-être? Ben, moi, ce que je voudrais d'abord, c'est clôturer sur la question d'avant que je trouvais intéressante sur l'investissement en temps. Il faut se souvenir également qu'il peut y avoir des situations de crise qui vont exiger que le conseil d'administration fasse des réunions extraordinaires qui n'étaient pas prévues. Et moi, je l'ai vécu avec le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec. Alors, vous avez probablement suivi les difficultés qu'il y avait sur le plan financier, sur le financement gouvernemental, etc. Et tout d'un coup, on s'est retrouvé à faire des réunions de conseil qui prenaient des vendredis de 9 à 5 journées complètes qui n'étaient pas forcément prévues et qui ne faisaient pas partie de ces 200 heures, mais en extra, et ça s'accélère par moment. Je me rappelle d'ailleurs Guylaine Saucier qui nous avait parlé pendant notre cours à l'IAS de son passage sur le CA de Nortel et des journées complètes et des semaines complètes consacrées à essayer de résoudre la crise. Donc ça, c'est un autre élément qu'il faut garder en tête. On ne le sait pas. Quand on accepte, moi, quand j'ai accepté, ça avait été une nomination de la ministre de la Culture à l'époque sur le conseil du conservatoire, et évidemment que on n'avait pas pu prévoir qu'il faudrait avoir ces réunions extraordinaires-là. Donc ça, c'est une chose qu'il faut garder en tête. Pour répondre finalement à votre question, Paul, par rapport à comment utiliser cela comme un levier pour aller sur des conseils, pour en faire une carrière, je vous dirais que, à mon sens, c'est indispensable. Je ne vois pas très bien comment quelqu'un qui est responsable du recrutement sur un conseil d'administration d'une société d'envergure va choisir quelqu'un qui n'a aucune expérience en gouvernance, qui n'a jamais siégé sur un conseil d'administration. Mais c'est sûr que même les CA d'OBNL, il y a une certaine hiérarchie. C'est-à-dire, est-ce qu'on parle d'un CA de garderie, c'est une chose. Est-ce qu'on parle d'un CA de OBNL beaucoup plus structuré, beaucoup plus d'envergure? Où il y aura probablement des personnes plus connues, qui ont plus d'expérience, etc. Mais c'est également le réseau que ça va nous apporter. Donc, quand on commence vraiment au bas de l'échelle avec des petits OBNL, puis qu'on se retrouve à être appelé
siéger sur des OBNL de plus d'envergure, il faut quand même se dire que on va se retrouver avec